Imaginez-vous assis en face de quelqu'un que vous connaissez depuis des années, en train de lui expliquer pourquoi son comportement vous a blessé. Pour le voir vous regarder droit dans les yeux et nier que cela soit arrivé. Pas seulement en désaccord avec votre interprétation, mais en niant complètement que la conversation ait eu lieu. Vous consultez votre téléphone pour les messages qui prouvent le contraire. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui vous retrouvez à vous excuser à la fin de la soirée. Si cela vous semble familier, vous avez rencontré quelque chose de bien plus calculé qu'un simple désaccord. Vous avez joué aux échecs avec quelqu'un qui n'a cessé de changer les règles en cours de partie. Et pire encore, qui vous a convaincu que c'est vous qui ne comprenez pas comment les échecs fonctionnent. Il ne s'agit pas d'un égoïsme occasionnel ou d'une mauvaise journée. Il s'agit d'un système d'exploitation fondamentalement différent. Un système qui fonctionne sur la base du pouvoir et du contrôle, plutôt que sur le respect mutuel et la compréhension. Ce soir, nous allons décoder ce système de A à Z. Et surtout, vous montrer exactement comment cesser de jouer leur jeu. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous et un narcissique n'avez pas la même conversation, même lorsque vous utilisez les mêmes mots. Lorsque vous entrez dans une interaction, en vous attendant à une discussion de bonne foi, à la résolution de problèmes ou à une connexion émotionnelle, ils entrent avec des objectifs entièrement différents. Ils n'essaient pas de comprendre votre point de vue ou de trouver un terrain d'entente. Ils cherchent à établir une domination, à obtenir de la validation et à maintenir le contrôle de la situation. Pensez à votre dernière conversation difficile avec cette personne. Vous l'avez probablement préparée avec soin, choisi vos mots avec attention, et peut-être même répété ce que vous vouliez dire. Vous l'avez abordé en espérant une reconnaissance, une compréhension ou un changement positif. Mais remarquez ce qui s'est réellement passé. Se sont-ils concentrés sur le contenu de vos préoccupations ou ont-ils immédiatement cherché à remettre en question vos motivations, votre ton, le moment choisi, voire votre droit d'aborder le sujet? Ce sont deux personnes qui jouent à des jeux complètement différents. Vous jouez à la connexion, ils jouent à la domination. Vous cherchez la résolution, ils cherchent le contrôle. Et voici le point crucial. Ils sont très bons à leur jeu, parce qu'ils y jouent depuis bien plus longtemps que vous n'essayez d'en comprendre les règles. Le sens de soi d'un narcissique est à la fois démesuré et incroyablement fragile. Ils ont besoin d'avoir raison, d'être supérieurs et de garder le contrôle. Non pas occasionnellement, mais constamment. Avoir tort, être critiqué ou tenu responsable, représente une menace existentielle pour cette fragile construction. Ils ont donc développé des méthodes sophistiquées pour ne jamais se retrouver dans cette position. Ils ne s'adaptent pas à la raison ou aux appels moraux, car cela exigerait d'admettre une faute, et leur structure psychologique ne peut tout simplement pas tolérer cette possibilité. Cela signifie que vos arguments logiques, vos appels émotionnels et vos explications patientes n'échouent pas parce que vous ne les faites pas assez bien. Ils échouent parce qu'ils n'ont jamais été conçus pour fonctionner contre ce système d'exploitation particulier. Vous essayez de raisonner avec quelqu'un dont le but principal est de maintenir un contrôle déraisonnable. Le milieu professionnel offre des exemples parfaits de cette dynamique en action. Lors d'évaluations de performance ou de discussions de projets, ils s'attribuent le mérite des succès tout en redirigeant subtilement le blâme des échecs. Lorsqu'on les pousse sur des questions précises, ils changent la conversation pour remettre en question la compétence, le timing ou les motivations de l'évaluateur. La réunion qui était censée aborder leur performance devient un débat sur votre style de gestion. Vous en ressortez confus et d'une certaine manière désolé, tandis que les problèmes initiaux restent complètement ignorés. Dans le cadre familial, cela se manifeste lors des fêtes ou des décisions familiales. Ils prendront des engagements qu'ils ne tiendront pas, puis blâmeront des circonstances changeantes, d'autres membres de la famille, ou vos attentes irréalistes. Confrontés, ils invoqueront de vieilles rancœurs, remettront en question votre mémoire des événements, ou rappelleront à tout le monde les sacrifices qu'ils ont faits et qui justifient, d'une manière ou d'une autre, leur comportement actuel. La conversation portera sur l'ingratitude de tout le monde, plutôt que sur leurs promesses non tenues. Les situations de coparentalité révèlent cette dynamique de la manière la plus claire, car les enjeux sont plus élevés et l'échappatoire est limité. Ils accepteront des horaires de garde, des événements scolaires ou des responsabilités financières,
puis manqueront systématiquement à leurs engagements. Lorsque vous abordez ces manquements, ils deviennent le reflet de votre inflexibilité, de vos tentatives de les contrôler, ou de votre incapacité à apprécier la difficulté de leur situation. Les besoins de l'enfant, qui devraient être au centre des préoccupations, deviennent secondaires par rapport au maintien de leur position de victime. Une fois que vous comprenez leur système d'exploitation, leurs tactiques spécifiques deviennent prévisibles. Le gaslighting est peut-être leur outil le plus insidieux, car il s'attaque à votre capacité à faire confiance à vos propres perceptions. Ils nieront avoir dit des choses dont vous vous souvenez clairement, prétendront que les conversations se sont déroulées différemment, ou insisteront sur le fait que vos réactions émotionnelles prouvent que vous êtes instable ou trop sensible. Il ne s'agit pas simplement d'un désaccord sur l'interprétation. Ils nieront purement et simplement des faits, même si vous avez des preuves. Vous leur montrerez le message où ils ont dit une chose, et ils se concentreront sur la raison pour laquelle vous gardez les preuves, plutôt que sur le contenu. Vous ferez référence à l'engagement qu'ils ont pris devant des témoins, et ils prétendront que ces témoins ont mal compris ou ont des arrière-pensées. L'objectif n'est pas de vous convaincre que leur version est la bonne. L'objectif est de vous faire douter de votre propre version, au point que vous ne fassiez plus confiance à vos propres perceptions. Une fois que vous remettez en question votre mémoire, votre interprétation et vos réactions émotionnelles, ils contrôlent la réalité de la relation. Chaque futur désaccord commence par une incertitude de votre part, quant à savoir si vous vous souvenez bien ou si vous êtes trop sensible. Le renforcement intermittent est une autre tactique fondamentale, et elle est psychologiquement dévastatrice, car elle imite le schéma de récompense qui crée la dépendance. S'ils étaient constamment cruels, vous partiriez. S'ils étaient pas constamment gentils, vous auriez une relation saine. Au lieu de cela, ils alternent de manière imprévisible entre chaleur et cruauté, créant une dépendance psychologique à ces moments d'attention positive. Les bons moments semblent incroyables précisément parce que les mauvais moments sont si déroutants et douloureux. Pendant un conflit, vous vous surprenez à repenser aux récents moments de connexion et à vous demander ce que vous avez fait pour que les choses changent. Cela crée un état constant où vous essayez de recréer ces interactions positives tout en marchant sur des œufs pour éviter de déclencher les négatives. Mais voici ce qui rend cela particulièrement cruel. Le timing des interactions positives et négatives n'est pas aléatoire. Ils augmentent leur chaleur lorsqu'ils sentent que vous vous éloignez et augmentent leur cruauté lorsqu'ils se sentent en sécurité dans votre attachement. Cela vous maintient dans un état constant d'incertitude, où vous travaillez de plus en plus dur pour obtenir ces moments d'approbation et de connexion. La projection complète leur arsenal tactique en vous renvoyant vos préoccupations légitimes. Lorsque vous signalez leur malhonnêteté, ils vous accusent de mentir. Lorsque vous abordez leur instabilité émotionnelle, ils prétendent que c'est vous qui êtes imprévisible. Lorsque vous mentionnez leur manque d'empathie, ils se positionnent comme la victime de votre cruauté. Cela sert plusieurs objectifs. Premièrement, cela détourne l'attention de leur comportement vers le vôtre. Deuxièmement, cela vous met sur la défensive en vous obligeant à prouver que vous n'êtes pas coupable de leurs accusations. Troisièmement, cela sème le doute sur votre propre caractère et vos motivations. Bientôt, vous dépensez plus d'énergie à vous défendre qu'à résoudre les problèmes initiaux. Le schéma devient épuisant. Chaque tentative d'aborder un problème devient une occasion pour eux de lancer des contre-accusations. Vous commencez à éviter de soulever des problèmes parce que vous savez que cela aboutira à des heures de discussion circulaire où vous vous retrouvez, d'une manière ou d'une autre, à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites. Abordons maintenant la raison pour laquelle vos réactions instinctives ne fonctionnent pas. La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés relationnelles, essaient d'être plus compréhensifs, plus patients et de communiquer plus clairement. Ce sont exactement les mauvaises stratégies face à la dynamique narcissique. Et voici pourquoi. Lorsque vous surexpliquez votre position, vous leur donnez plus de munitions pour déformer vos mots et plus d'occasions de faire dérailler la conversation. Lorsque vous vous excusez pour maintenir la paix, vous confirmez leur version selon laquelle vous êtes le problème. Lorsque vous essayez de prouver vos bonnes intentions, vous acceptez le postulat que vos intentions étaient douteuses. Chaque concession que vous faites pour maintenir l'harmonie est interprétée comme une preuve de leur domination. Ils ne pensent pas. C'est si réfléchi et mature. Ils pensent
je les tiens exactement où je veux. Votre raison devient la preuve de leur supériorité. Et ils ajustent leurs attentes en conséquence. Cela crée une cible en constante évolution. Vous adoucissez votre langage pour ne pas paraître conflictuel. Et ils exigent des approches encore plus douces. Vous fournissez des preuves de vos préoccupations et ils remettent en question pourquoi vous ne leur faites pas assez confiance pour les croire sur parole. Vous faites preuve de patience avec leurs explications et ils vous fournissent des justifications plus longues et plus élaborées qui ne règlent toujours pas les problèmes de fond. Pendant ce temps, vous vous habituez à accepter de moins en moins, tout en travaillant de plus en plus pour un respect de base. Vous commencez à mesurer la santé de la relation par l'absence de conflits majeurs, plutôt que par la présence d'une connexion authentique et d'une considération mutuelle. Le piège de l'approbation est particulièrement insidieux, car il se sert de vos propres valeurs contre vous. Votre désir d'être juste, compréhensif et émotionnellement mature devient le mécanisme même par lequel ils maintiennent leur contrôle. Vous vous dites que les bonnes personnes surmontent les difficultés, que tout le monde mérite de la patience et que l'amour exige des sacrifices. Mais remarquez ce qui arrive à vos autres relations pendant ce temps. Êtes-vous capable d'être pleinement présent avec vos amis et votre famille? Ou êtes-vous préoccupé par la gestion de cette dynamique difficile? Prenez-vous des décisions basées sur vos valeurs et vos objectifs? Ou calibrez-vous constamment vos choix en fonction de leurs réactions potentielles? Mentales. Vous devenez tellement obsédé par la gestion de leurs réactions et le maintien de leur approbation que vous perdez le contact avec vos propres besoins, objectifs et sens de vous-même. La voie à suivre exige un changement de stratégie complet. Au lieu d'essayer de gagner leur compréhension ou de changer leur comportement, vous devez vous concentrer sur la protection de votre propre bien-être et la récupération de votre autonomie. Cela commence par le détachement émotionnel, ce qui ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie refuser de laisser leur dérèglement émotionnel dicter votre propre état émotionnel. La technique du Grey Rock, rocher gris, est l'un des outils les plus efficaces pour cette transition. Le nom vient de l'idée d'être aussi intéressant qu'un rocher gris, ennuyeux et insensible à leurs tentatives de manipulation émotionnelle. Lorsqu'ils essaient de provoquer la colère, vous restez calme et bref. Lorsqu'ils cherchent de la réassurance ou de la validation, vous donnez des réponses neutres et factuelles. Lorsqu'ils tentent de créer du drame, vous refusez d'y participer. Il ne s'agit pas de les punir ou d'être délibérément difficile. Il s'agit d'affamer la dynamique qui alimente leur contrôle. Les narcissiques récoltent l'intensité émotionnelle des autres pour réguler leur propre état interne. Votre colère, vos supplications, vos explications détaillées, même votre préoccupation aimante, tout cela leur fournit le carburant émotionnel dont ils ont besoin pour maintenir leur position de domination. Dans la pratique, le Grey Rock consiste à répondre aux questions à charge par des réponses simples et factuelles. Lorsqu'ils demandent « Pourquoi es-tu si froid ?», vous pourriez répondre « Je ne suis pas froid, je suis bref ». Lorsqu'ils exigent des explications élaborées pour vos décisions, vous pourriez dire « J'ai fait mon choix et je m'en contente ». Lorsqu'ils tentent de rouvrir d'anciens conflits, vous pourriez répondre « Cela a déjà été discuté ». Chacune de ces réponses leur donne du grain à moudre et démontre que leur opinion compte toujours suffisamment pour que vous y consacriez votre énergie. Au lieu de cela, vous accusez réception de leurs déclarations sans accepter la responsabilité de leurs émotions concernant vos choix. Cela semble peu naturel au début, surtout si vous avez l'habitude d'être conciliant et d'expliquer. Vous pourriez craindre d'être méchant ou de nuire à la relation. Mais pensez à ce que vous protégez réellement en refusant de vous engager dans ces cycles épuisants. Vous protégez votre temps, votre énergie et votre sens de vous-même. La partie la plus difficile du Grey Rock est de tolérer leur escalade. Lorsque leurs tactiques habituelles cessent de fonctionner, ils augmentent généralement l'intensité. Ils peuvent devenir plus accusateurs, plus émotifs ou plus insistants. Cette explosion d'extinction est en fait le signe que votre nouvelle approche fonctionne. Mais cela demande une résolution énorme pour maintenir vos limites pendant cette période de test. Rappelez-vous que chaque fois que vous craquez et que vous leur fournissez la réponse émotionnelle qu'ils recherchent, vous leur apprenez que la persistance est payante. Ils apprendront qu'ils n'ont qu'à en faire un peu plus la prochaine fois pour obtenir la réaction qu'ils veulent. Parallèlement, vous devez sortir du tribunal truqué qu'ils ont construit autour de votre relation.
Chaque dispute avec eux est conçue comme une démonstration de leur supériorité, et non comme une véritable tentative de résoudre des problèmes ou de comprendre des perspectives différentes. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent la soumission. Lorsque vous présentez une préoccupation, remarquez à quelle vitesse la conversation s'éloigne de cette préoccupation. Au lieu de reconnaître le problème et de discuter de solutions, ils remettent en question votre droit de le soulever, le moment choisi, votre ton ou vos motivations. Ils évoqueront de vieilles rancœurs, leurs sacrifices, ou vous rappelleront vos propres imperfections. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous défendez votre caractère au lieu de discuter du problème initial. La réunion sur leur comportement devient un procès de votre dignité, à avoir des opinions sur leur comportement. Ce n'est pas un accident, c'est un cadre soigneusement construit pour s'assurer qu'ils n'auront jamais à faire face à de véritables critiques ou à la responsabilité. La solution est de refuser d'entrer dans leur tribunal. Lorsqu'ils tentent de vous juger pour avoir soulevé des préoccupations légitimes, vous refusez simplement de vous défendre. Vous pourriez dire « Je ne vais pas débattre de mon droit d'aborder ce sujet ». La question est de savoir si vous êtes prêt à en discuter de manière constructive. Pour l'instant, nous parlons de ce problème précis. Lorsqu'ils évoquent de vieilles rancœurs pour éviter de rendre des comptes dans le présent, vous pourriez dire « Ce sont des conversations distinctes. Restons concentrés sur ce dont nous discutons réellement. » Lorsqu'ils vous accusent d'être contrôlant parce que vous avez des limites, votre impulsion naturelle est de prouver que vous ne l'êtes pas. Lorsqu'ils prétendent que vous êtes injuste, vous voulez démontrer votre équité. Mais s'engager dans ces déviations est exactement ce qui vous maintient piégé dans leur cadre. Au lieu de cela, vous ramenez à plusieurs reprises la conversation au problème concret en question. S'ils continuent de refuser de s'engager, vous mettez fin à la conversation. Il ne s'agit pas de gagner l'argument, mais de refuser de participer à des arguments qui sont conçus pour que vous ne puissiez pas gagner. La vraie transformation se produit lorsque vous mettez en place des limites avec des conséquences réelles. La plupart des gens pensent que les limites consistent à dire aux autres ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. En réalité, les limites concernent ce que vous tolérez et ne tolérez pas, et les actions que vous entreprendrez lorsque ces limites seront franchies. Une limite n'est pas « tu ne peux pas me parler de cette façon ». C'est une requête déguisée en limite. Une limite est « je n'accepte pas que l'on me parle de cette façon » et je mettrai fin aux conversations lorsque cela se produira. La différence est que la première dépend de leur coopération, tandis que la seconde ne dépend que de votre engagement à agir. Des limites efficaces nécessitent 3 composantes: la clarté de vos limites, des conséquences claires en cas de violation et une mise en œuvre constante. Vous décidez à l'avance quel comportement vous ne tolérerez pas et ce que vous ferez exactement lorsqu'ils se produiront. Ensuite, vous communiquez brièvement et agissez immédiatement. Cela peut se traduire par le fait de quitter la pièce lorsque les conversations deviennent abusives, de mettre fin aux appels téléphoniques lorsqu'ils deviennent manipulateurs, ou de réduire les contacts lorsque les accords ne sont pas respectés. La clé est que les conséquences sont immédiates, prévisibles, et ne nécessitent ni leur permission ni leur compréhension. Attendez-vous à l'explosion d'extinction lorsque vous commencerez à appliquer de vraies limites. C'est la période où leur comportement s'aggrave temporairement, car ils testent si vos nouvelles limites sont réelles ou simplement une autre menace vide de sens. Ils pourraient intensifier leur manipulation émotionnelle, recruter d'autres personnes pour vous faire pression, ou créer des crises qui semblent exiger que vous abandonniez vos limites. Cette phase de test est cruciale. Si vous maintenez vos limites pendant l'escalade, ils apprennent que leur vieille tactique ne fonctionne plus. Si vous cédez sous la pression, ils apprennent qu'ils n'ont qu'à pousser plus fort pour reprendre le contrôle. Chaque fois que vous agissez de manière constante, vous entraînez la dynamique vers des schémas plus sains. Les demi-mesures sont pires que pas de mesures du tout, car elles enseignent la persistance plutôt que le respect. Si vous dites que vous mettrez fin aux conversations qui deviennent abusives, mais que vous continuez à parler lorsqu'ils s'énervent, vous leur avez appris que l'escalade fonctionne. Si vous menacez de conséquences, mais que vous ne les appliquez pas, vous avez démontré que vos limites sont négociables. C'est pourquoi la préparation est si importante. Avant de mettre en place de nouvelles limites, réfléchissez aux scénarios probables et planifiez vos réponses. Sachez ce que vous ferez lorsqu'ils prétendront que vous réagissez de manière excessive.
lorsqu'ils évoqueront d'anciennes occasions où vous n'avez pas fait respecter vos limites, ou lorsqu'ils créeront des urgences conçues pour tester votre résolution. L'objectif n'est pas de contrôler leur comportement, c'est de protéger votre bien-être, quelle que soit leur décision. Lorsque vous cessez d'essayer de gérer leurs réponses et que vous commencez à gérer de manière cohérente vos propres actions, toute la dynamique commence à changer. Tout au long de ce processus, vous devrez reconstruire activement votre boussole interne. Une exposition prolongée à la dynamique narcissique peut gravement fausser votre perception de ce qui est normal, raisonnable ou acceptable dans les relations. Vous pourriez vous retrouver à douter de réactions qui sont tout à fait appropriées, ou à tolérer des comportements qui vous horrifieraient dans d'autres contextes. Retrouver l'auto-validation signifie se reconnecter à vos propres valeurs, besoins et perceptions, indépendamment de leur approbation ou de leur désapprobation. Cela nécessite souvent de rechercher délibérément l'avis d'amis de confiance, de membres de la famille ou de professionnels qui peuvent vous donner des repères lorsque vous doutez de vous-même. Commencez petit en honorant vos propres besoins dans des situations à faible enjeu. Si vous voulez quitter un événement social plus tôt, partez plus tôt sans justifications élaborées. Si vous préférez ne pas aborder de sujets personnels, changez simplement de sujet. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir avant de répondre à une demande, prenez ce temps, quelle que soit leur impatience. Ces petits actes de respect de soi construisent la mémoire musculaire dont vous aurez besoin pour les situations de fixation de limites plus importantes. Chaque fois que vous choisissez votre propre bien-être plutôt que leur commodité ou leur confort, vous renforcez votre droit d'avoir des besoins, des préférences et des limites. La tenue d'un journal peut être particulièrement utile pendant ce processus, car elle vous permet de suivre des schémas que vous pourriez autrement écarter ou oublier. Notez les incidents précis, y compris les dates et les détails. Notez vos réactions émotionnelles et leurs schémas de comportement. Avec le temps, vous verrez des preuves clairement documentées de dynamiques qu'ils pourraient autrement vous convaincre d'imaginer. La construction d'un réseau de soutien en dehors de leur influence devient cruciale au fur et à mesure que vous retrouvez votre autonomie. Les relations narcissiques vous isolent souvent progressivement des autres connexions, en partie en raison de leurs exigences d'attention et en partie en raison de votre propre honte face au dysfonctionnement que vous vivez. Se reconnecter avec des amis et des membres de la famille exige de la vulnérabilité quant à ce que vous avez vécu. Beaucoup de gens craignent que les autres les jugent pour être restés dans des relations difficiles, ou qu'ils se demandent pourquoi ils n'ont pas vu les problèmes plus tôt. En réalité, la plupart des gens qui vous soutiennent comprennent à quel point ces dynamiques se développent progressivement et à quel point la manipulation peut devenir sophistiquée. Le soutien professionnel par la thérapie peut fournir une perspective et des stratégies supplémentaires, surtout si vous avez affaire à des relations familiales ou à des situations de coparentalité où une déconnexion complète n'est pas possible. Un thérapeute qualifié peut vous aider à traiter l'impact émotionnel de ces expériences tout en développant des outils pratiques pour les interactions futures. La vérité la plus difficile à accepter est que la conclusion que vous cherchez ne viendra pas d'eux. Les excuses qui reconnaissent leur impact, la reconnaissance de votre perspective, la véritable responsabilité de leur comportement, tout cela nécessite un niveau d'introspection et d'honnêteté émotionnelle que leur structure psychologique empêche. Attendre qu'ils valident votre expérience vous maintient émotionnellement lié à leur approbation, même après que vous ayez mis en place des limites et réduit les contacts. Une partie de vous reste engagée dans l'espoir qu'ils finiront par voir la lumière et fourniront la reconnaissance qui donnerait un sens à toute cette confusion et cette douleur. Cet espoir est compréhensible mais finalement contre-productif. Une véritable conclusion vient de votre propre acceptation de ce qui s'est passé et de votre décision d'aller de l'avant, qu'ils le reconnaissent ou non. Vous cessez d'avoir besoin qu'ils admettent leurs torts pour savoir que des torts ont été commis. Une conclusion autodéfinie signifie écrire votre propre chapitre final de cette histoire. Vous reconnaissez l'impact que leur comportement a eu sur vous sans avoir besoin de leur accord sur le fait que cet impact était justifié. Vous reconnaissez les schémas que vous avez vécus sans exiger qu'ils admettent que ces schémas existaient. Vous validez vos propres perceptions et expériences indépendamment de leur volonté de les reconnaître. Ce processus implique souvent de créer une forme de trace personnelle pour votre propre clarté. Il peut s'agir d'une lettre privée que vous n'enverrez jamais,
d'une entrée de journal détaillée, ou d'une conversation avec un thérapeute ou un ami de confiance où vous articulez pleinement ce qui s'est passé et comment cela vous a affecté. Le public qui compte, c'est vous, pas eux. Aller de l'avant signifie concevoir une vie où leur opinion devient de plus en plus sans importance pour vos décisions quotidiennes et votre estime de soi. Vous mesurez le succès de vos choix par vos propres valeurs et objectifs, plutôt que par leur approbation ou leur désapprobation. Vous construisez des relations basées sur le respect mutuel et la connexion authentique, plutôt que sur la dynamique de pouvoir et de contrôle. La victoire ultime n'est pas de les démasquer ou de les forcer à reconnaître leur comportement. La victoire ultime est de devenir véritablement indifférent à leur opinion de vous. Lorsque vous n'avez plus besoin de leur validation ou que vous ne craignez plus leur critique, leur pouvoir sur votre état émotionnel disparaît complètement. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, et il est normal d'avoir des reculs où vous vous retrouvez à vous soucier trop de leur perception ou à espérer un comportement différent. Le progrès n'est pas linéaire, et chaque interaction est une occasion de pratiquer ces nouveaux schémas de réponse. Rappelez-vous que l'indifférence est plus puissante que la colère. La colère montre que vous vous souciez encore profondément de leur comportement et de leurs opinions. L'indifférence montre que vous n'avez plus besoin de rien d'eux. Lorsque vous pouvez interagir avec eux de la même manière que vous interagiriez avec n'importe quelle connaissance occasionnelle, poliment mais sans investissement émotionnel, vous avez vraiment retrouvé votre pouvoir. La liberté vers laquelle vous vous dirigez n'est pas seulement la liberté de leur manipulation, c'est la liberté d'être authentiquement vous-même, de poursuivre vos propres objectifs, d'investir dans des relations qui améliorent plutôt que de drainer votre bien-être, et de faire des choix basés sur vos valeurs plutôt que sur les besoins de régulation émotionnelle de quelqu'un d'autre. Lorsque vous cessez complètement de jouer leur jeu, vous découvrez quelque chose de remarquable. Vous n'avez jamais eu besoin de leur approbation pour être digne de respect, d'amour et de considération. Vous n'avez jamais eu besoin de leur permission pour avoir des limites, des besoins ou des opinions. Vous n'avez jamais eu besoin de leur reconnaissance pour que vos expériences soient invalables. L'énergie que vous avez dépensée à essayer de les faire comprendre, changer ou se soucier de vos sentiments peut être redirigée vers la construction de la vie que vous voulez réellement. L'espace émotionnel qu'ils occupaient peut être rempli de personnes qui apprécient sincèrement votre bien-être et contribuent positivement à votre croissance. Il ne s'agit pas de devenir froid ou de perdre votre capacité à aimer et à vous connecter. Il s'agit de diriger ces précieuses ressources vers des personnes qui peuvent vraiment les apprécier et les rendre. Il s'agit de refuser d'accepter des miettes lorsque vous méritez le repas entier. Le jeu se termine lorsque vous arrêtez de jouer. Leurs tactiques perdent leur pouvoir lorsque vous cessez d'y répondre. Leur contrôle disparaît lorsque vous arrêtez de chercher leur approbation. Et votre vie recommence lorsque vous commencez à la vivre selon vos propres termes, avec vos propres valeurs comme guide, entouré de personnes qui célèbrent plutôt que de diminuer votre moi authentique. Vous avez le droit à la paix, au respect et à une connexion authentique. Vous avez le droit à des relations qui améliorent votre bien-être plutôt que de le menacer constamment. Et vous avez le pouvoir de créer ces relations en refusant d'accepter moins, à partir de maintenant. Votre acte de naissance est un calendrier, mais votre présence est la météo. Certaines personnes transportent le printemps partout où elles vont. Vous les avez rencontrés, ces individus qui semblent défier le temps lui-même, non pas par des procédures coûteuses ou des crèmes miracles, mais par quelque chose de bien plus mystérieux et profond. Lorsque vous leur demandez leur âge, le chiffre semble impossible. Il y a quelque chose dans leurs yeux, une légèreté dans leurs pas, une qualité d'énergie qui murmure des secrets que la plupart d'entre nous avons oubliés. Et si je vous disais que paraître plus jeune ne dépend pas seulement de la génétique ou des routines de soins de la peau? Et si la fontaine de jouvence n'était pas un lieu que vous visitez, mais une manière d'être que vous cultivez? Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage qui recadre tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement et la vitalité. Nous allons explorer 8 traits spirituels qui créent une énergie de jeunesse indéniable. Des qualités qui non seulement préservent votre apparence, mais transforment votre présence entière dans le monde. Ce ne sont pas des astuces superficielles ou des solutions temporaires. Ce sont des façons de vivre profondes et fondamentales qui créent une harmonie entre votre monde intérieur et votre expression extérieure. Alors que nous parcourons chaque trait,
je veux que vous remarquiez lesquels résonnent avec votre propre expérience, lesquels vous donnent l'impression de retrouver votre chez vous, lesquels ravivent en vous le souvenir de quelque chose que vous saviez autrefois, mais que vous avez peut-être oublié en chemin. Il s'agit de cultiver un climat intérieur si harmonieux qu'il rayonne naturellement vers l'extérieur, créant cette qualité magnétique que les gens ne peuvent pas nommer, mais dont ils se souviennent toujours. Commençons par le fondement qui rend toutes les autres qualités de jeunesse possibles, le développement d'une sagesse intérieure qui transforme la manière dont vous traversez chaque instant de votre vie. Alors que la plupart des gens réagissent aux imprévus de la vie avec une intensité émotionnelle immédiate, ceux qui semblent vieillir avec grâce ont appris à avoir une perspective plus large. Ils ont découvert que la paix n'est pas un luxe, mais une compétence qui peut être développée et affinée au fil de décennies de pratiques conscientes. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a coupé la route ou qu'un plan a échoué à la dernière minute. Remarquez comment votre corps a réagi. Vos épaules se sont-elles tendues? Votre mâchoire s'est-elle crispée? Avez-vous senti une chaleur monter dans votre poitrine? Imaginez maintenant une réponse différente, une où vous faites une pause. Prenez une respiration consciente et vous posez une simple question. Qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce que cette situation signifiera dans 5 ans ou même dans 5 heures? Sage d'une vie réactive à une vie de réponse est peut-être le secret anti-âge le plus puissant qui soit. Lorsque nous inondons constamment notre système d'hormones de stress, lorsque nous laissons chaque petite irritation graver des lignes de tension sur notre visage, nous nous faisons littéralement vieillir de l'intérieur. Mais la sagesse nous apprend à métaboliser les défis de la vie différemment. La personne sage n'évite pas les situations difficiles. Elle a simplement appris à les traverser sans en porter le poids. Quand un vol est annulé, au lieu de sombrer dans la frustration, elle y voit une occasion de se reposer de manière inattendue. Quand une relation traverse une mauvaise passe, au lieu de sauter immédiatement au pire scénario, elle se demande quelle leçon cherche à émerger. Il ne s'agit pas de déni ou de contournement spirituel, c'est l'application pratique d'une perspective qui prévient l'usure inutile du corps et de l'esprit. Cultiver cette sagesse demande une pratique quotidienne. Commencez par la séquence pause, respire, réponds. Quand quelque chose vous déclenche, comptez littéralement jusqu'à 3 avant de réagir. Utilisez ces 3 comptes pour prendre une respiration consciente et vous demandez quelle réponse servirait le bien le plus élevé de toutes les personnes impliquées. Avec le temps, cette pause devient automatique, créant un espace pour que la sagesse émerge naturellement. La pratique de la réflexion est tout aussi importante. À la fin de chaque journée, passez quelques minutes à passer en revue ce qui vous a mis au défi et ce que vous avez appris. Cherchez les schémas. Remarquez où vous avez réagi à partir d'une vieille programmation, au lieu de répondre à partir d'une conscience du moment présent. Il ne s'agit pas de vous juger, mais de développer la capacité de voir votre vie d'un point de vue plus élevé, ce qui apporte naturellement une qualité de sérénité que les autres trouvent profondément attrayante. Lorsque vous incarnez ce genre de sagesse stable, les gens le remarquent. Il y a quelque chose dans votre présence qui semble solide, digne de confiance et profondément paisible. Cette qualité d'être adoucit naturellement les traits, crée une fixité dans le regard et génère une aura de calme compétence qui transcende complètement les catégories d'âge. Un esprit bon comprend quelque chose qui le maintient perpétuellement jeune. Retenir la colère, le ressentiment et l'amertume dans le corps crée une sorte de constipation énergétique qui se manifeste dans chaque aspect de votre présence physique. La mâchoire serrée, l'expression pincée, la posture défensive, ce sont les signes visibles d'un cœur qui s'est fermé au flux naturel de la compassion. Mais la bonté n'est pas une douceur naïve, c'est une compréhension sophistiquée que relâcher la négativité n'est pas seulement moralement admirable, mais énergétiquement pratique. Chaque fois que vous choisissez la compréhension au lieu du jugement, chaque fois que vous offrez de la grâce au lieu de garder une rancune, vous dégagez littéralement vos voies énergétiques pour qu'une plus grande vitalité puisse circuler. Observez les gens lorsqu'ils sont vraiment bons. Remarquez comment leur visage s'illumine lorsqu'ils font un compliment sincère. Observez la façon dont tout leur corps semble se dilater lorsqu'ils aident quelqu'un. Ce n'est pas une performance, c'est le résultat naturel de l'énergie qui circule librement à travers un système non obstrué. La bonté est comme un yoga émotionnel, gardant l'esprit flexible et le cœur ouvert.
La pratique des micro-miséricordes peut transformer toute votre signature énergétique. Cela signifie chercher de petites occasions tout au long de la journée d'accorder de la grâce. Laisser quelqu'un s'insérer dans la circulation. Parler patiemment à un employé de service débordé. Offrir un sourire sincère à un inconnu. Ces petits actes peuvent sembler insignifiants, mais ce sont en fait des pratiques puissantes qui entraînent votre système nerveux à opter par défaut pour l'ouverture plutôt que la défensive. Le pardon devient essentiel ici, non pas comme un idéal spirituel, mais comme une pratique anti-âge. Garder des rancunes nous fait littéralement vieillir. Le corps ne fait pas la distinction entre le stress de la blessure initiale et le stress de la revivre continuellement en mémoire. Chaque fois que vous répétez un vieux grief, vous inondez votre système des mêmes substances chimiques inflammatoires qui décomposent les tissus et créent des dommages cellulaires. L'exemple du trafic l'illustre parfaitement. Quand quelqu'un vous coupe la route et que vous passez les 20 minutes suivantes à râler contre les conducteurs inconsidérés, votre corps vit ces 20 minutes comme une menace continue. Vos niveaux de cortisol montent en flèche. Votre tension musculaire augmente. Et vous avez essentiellement donné à un inconnu le pouvoir de vous faire vieillir en temps réel. L'esprit bon les laisse simplement passer, suppose qu'il pourrait avoir une urgence, et passe à autre chose. Le corps reste détendu, l'énergie reste propre, et le visage reste doux. Au fil des mois et des années, ces petits choix se cumulent pour créer une façon d'être radicalement différente dans le monde. Les personnes qui pratiquent une bonté constante développent une qualité de chaleur qui attire naturellement les autres. Leur présence se sent sûre, accueillante et en quelque sorte intemporelle. Comme s'ils avaient trouvé un moyen de vivre en dehors des jugements sévères qui font vieillir la plupart d'entre nous prématurément. Pensez au bambou. Il se plie de façon spectaculaire sous les vents forts, mais se casse rarement parce qu'il ne résiste pas à la force qui le traverse. Ce genre de flexibilité, à la fois mentale et physique, est ce qui garde l'esprit jeune, quel que soit l'âge chronologique. Les personnes rigides vieillissent plus vite, pas seulement physiquement, bien que la tension d'une résistance constante se manifeste dans des muscles tendus et des sourcils froncés. Mais plus important encore, la rigidité fait vieillir l'esprit. Lorsque nous exigeons que la vie se conforme à nos attentes, lorsque nous nous battons contre chaque changement et nous accrochons désespérément à la façon dont les choses étaient, nous créons une friction interne qui consume notre vitalité comme un poison à action lente. La personne adaptable a appris à danser avec l'incertitude. Elle a développé ce que nous pourrions appeler la flexibilité si-alors, la capacité de tenir légèrement les plans et de pivoter gracieusement lorsque les circonstances changent. Au lieu de voir les obstacles comme des attaques personnelles, elle les considère comme des invitations à faire preuve de créativité, à découvrir de nouvelles possibilités qu'elles n'auraient jamais envisagées autrement. Cela se manifeste de nombreuses petites manières dans la vie quotidienne. Lorsque leur restaurant préféré est fermé, elles y voient une occasion d'essayer un nouvel endroit. Lorsqu'un projet de travail est annulé, elles redirigent cette énergie vers quelque chose qui attendait dans les coulisses. Lorsqu'une relation change de forme, elles se concentrent sur le nouveau type de connexion qui pourrait être possible, plutôt que de pleurer ce qui a été perdu. La flexibilité physique soutient magnifiquement cette adaptabilité mentale. Le yoga régulier, les étirements ou même de simples exercices de mobilité enseignent au corps que le changement n'équivaut pas à un dommage. Lorsque votre forme physique peut bouger et s'ajuster facilement, elle envoie un message à tout votre système que l'adaptation est naturelle et sûre. Cela crée une boucle de rétroaction où la flexibilité mentale et la flexibilité physique se renforcent mutuellement. L'exemple du voyage annulé illustre parfaitement ce principe en action. Au lieu de sombrer dans la déception et la planification perdue, la personne adaptable y voit une occasion de vivre une aventure locale qu'elle n'aurait peut-être jamais envisagée. C'est peut-être explorer un quartier qu'elle n'a jamais visité, ou enfin essayer cette activité qui l'intriguait, ou simplement utiliser le temps libre inattendu pour un repos plus profond. L'histoire qu'elle se raconte transforme le stress potentiel en une excitation réelle. Cette qualité de s'écouler avec le changement, plutôt que de le combattre, crée un type de vitalité particulier que les autres trouvent magnétique. Il y a quelque chose d'éternellement jeune chez quelqu'un qui rencontre les imprévus de la vie avec curiosité plutôt qu'avec plainte,
qui traite les revers comme des rebondissements, plutôt que comme des échecs personnels. Cette adaptabilité prévient l'accumulation de résignation amère qui fait vieillir tant de gens prématurément. De plus, les personnes adaptables ont tendance à rester à jour et engagées dans le monde qui les entoure. Elles ne sont pas piégées dans la façon dont les choses étaient, mais participent activement à la façon dont les choses deviennent. Cela garde leur esprit actif, leur perspective fraîche et leur énergie alignée sur le mouvement vers l'avant plutôt que sur la nostalgie du passé. Ce genre de positivité toxique fait en fait vieillir les gens, en créant une discorde interne entre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent qu'ils devraient ressentir. Le véritable esprit positif est plus sophistiqué. C'est la capacité entraînée à trouver quelque chose de fonctionnel, quelque chose de bon, quelque chose de potentiellement générateur même, au milieu d'un défi authentique. C'est une espérance disciplinée, pas un optimisme naïf. Elle reconnaît que là où vous placez votre attention, vous façonnez littéralement votre réalité, et que vous avez bien plus de contrôle sur ce placement que la plupart des gens ne le réalisent. Chaque fois que vous choisissez de remarquer ce qui fonctionne au lieu de ce qui est brisé, chaque fois que vous cherchez activement le cadeau caché dans une situation difficile, vous n'améliorez pas seulement votre humeur, vous recablez en fait votre système nerveux pour la résilience et la vitalité. La pratique de la gratitude devient révolutionnaire lorsqu'elle est comprise de cette façon. Il ne s'agit pas de faire des listes de choses que vous devriez apprécier. Il s'agit d'entraîner votre attention à chercher et à savourer naturellement le bien qui est déjà présent. Lorsque quelque chose se passe bien, au lieu de passer immédiatement à la tâche suivante, vous faites une pause de 20 secondes pour vraiment laisser l'expérience positive s'ancrer dans votre système. Cette simple pratique de savourer crée ce que les chercheurs appellent une spirale ascendante de bien-être qui se manifeste dans tout, de la fonction immunitaire aux expressions faciales. La réévaluation positive est tout aussi puissante. Après une réunion difficile ou une conversation compliquée, au lieu de rejouer tout ce qui a mal tourné, vous demandez délibérément « Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce que je peux améliorer ? Quel cadeau inattendu pourrait être caché dans cette expérience ?» Il ne s'agit pas de déni. C'est un placement d'attention stratégique qui empêche la rumination de vous faire vieillir prématurément. Il en était. La technique de savourer pendant 20 secondes est particulièrement puissante, car elle tire parti de la façon dont le cerveau forme les souvenirs. Lorsque vous prolongez consciemment les moments positifs, même brièvement, vous créez des voies neurales plus fortes, associées à la joie et à la satisfaction. Avec le temps, cela change littéralement votre point de consigne émotionnel par défaut, rendant les états positifs plus accessibles et naturels. Les personnes ayant cultivé un esprit positif ont un type de rayonnement particulier que les autres trouvent irrésistible. Elles ne sont pas perpétuellement joyeuses de manière artificielle, mais elles ont cette qualité de trouver de la lumière même dans l'ombre, de voir des possibilités là où d'autres ne voient que des problèmes. Cela ne signifie pas qu'elles évitent les émotions difficiles. Elles ne laissent simplement pas les émotions difficiles devenir leur résidence permanente. La marche après une réunion difficile est un parfait exemple de cette pratique en action. Au lieu de rester coincé dans la relecture mentale de ce qui a mal tourné, vous bougez physiquement votre corps pour aider à traiter le stress, puis redirigez consciemment votre attention vers quelque chose qui restaure votre sentiment de capacité et d'espoir. C'est peut-être remarquer la façon dont la lumière du soleil filtre à travers les feuilles, ou apprécier le simple miracle de la capacité de votre corps à vous porter dans l'espace, ou vous rappeler un succès récent qui prouve que vous pouvez gérer les défis. Cette positivité entraînée crée une boucle de rétroaction de vitalité. Lorsque vous cherchez constamment ce qui est fonctionnel et bon, vous attirez plus d'expériences qui se sentent fonctionnelles et bonnes. Lorsque vous pratiquez l'appréciation, vous devenez plus appréciable. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est le résultat pratique de l'énergie qui attire une énergie similaire, de l'attention qui façonne la réalité de manière à la fois subtile et profonde. Avec le temps, cet esprit positif devient une qualité ambiante que les autres peuvent ressentir avant même que vous ne parliez. Il y a quelque chose dans votre présence qui suggère la possibilité, qui implique que les choses pourraient s'arranger, qui offre de l'espoir sans le prêcher. Cette qualité d'être donne naturellement envie aux gens d'être autour de vous, ce qui crée plus d'interactions positives, ce qui renforce la spirale ascendante de vitalité et de joie. L'empathie profonde
lorsqu'elle est correctement cultivée, devient une source surprenante d'énergie de jeunesse, plutôt qu'un épuisement de la vitalité. La clé réside dans l'apprentissage à ressentir pleinement, tout en relâchant proprement, à ouvrir votre cœur assez grand pour vraiment comprendre les autres, tout en maintenant des limites assez claires pour empêcher l'accablement émotionnel de s'accumuler dans votre système. Les empathes ont souvent l'air plus vieux que leur âge précisément parce qu'ils n'ont pas appris cette compétence essentielle d'hygiène énergétique. Ils absorbent la douleur, l'anxiété et la frustration de tout le monde autour d'eux, portant un résidu émotionnel qui n'était pas le leur au départ. Cela crée une sorte de toxicité psychique qui se manifeste par de la fatigue, de la tension et un vieillissement prématuré. Mais l'empathie, lorsqu'elle est correctement gérée, améliore en fait la vitalité. Lorsque vous pouvez vraiment voir et ressentir avec les autres, lorsque vous pouvez offrir une compréhension et une compassion authentiques, vous participez à l'une des expériences humaines les plus fondamentalement nourrissantes qui soient. Le problème n'est pas la sensibilité, c'est le manque de compétences pour traiter et relâcher ce que vous absorbez. La pratique de la balayage corporel devient essentielle ici. Après toute interaction émotionnellement intense, vous prenez quelques minutes pour balayer votre forme physique, remarquant où vous pourriez retenir de la tension ou de l'énergie qui ne vous appartient pas. Souvent, le simple fait de remarquer consciemment est suffisant pour commencer le processus de libération. Vous respirez dans ces zones et lâchez consciemment tout ce qui n'est pas à vous de porter. Nommez-le pour l'apprivoiser est un autre outil puissant pour les personnes empathiques. Lorsque vous vous sentez submergé par l'intensité émotionnelle, vous faites une pause et nommez littéralement ce que vous ressentez. Ceci est de la colère, ceci est de la tristesse, ceci est de l'anxiété. Cela appartient à mon ami, pas à moi. Le simple fait de nommer les émotions commence à créer un espace entre vous et le sentiment, l'empêchant de devenir votre identité. Les pratiques de libération physique deviennent cruciales pour maintenir la vitalité empathique. Après avoir soutenu quelqu'un à travers une période difficile, vous pourriez secouer votre corps pendant 30 secondes, prendre plusieurs profonds soupirs d'expiration, ou même écrire ce que vous avez absorbé puis déchirer le papier. Ce ne sont pas des rituels élaborés. Ce sont des façons simples d'enseigner à votre système que vous n'avez pas à tout retenir de ce que vous ressentez. Le beau paradoxe est que plus vous devenez bon à ressentir et à relâcher, plus vous pouvez être utile aux autres. Lorsque vous ne vous noyez pas dans les émotions absorbées, vous pouvez offrir une présence et un soutien authentique. Lorsque votre énergie reste propre, les gens se sentent en fait plus en sécurité de s'ouvrir à vous, car ils sentent que vous ne serez pas épuisé par leur lutte. Cette vitalité empathique se manifeste par un type particulier de chaleur et de disponibilité que les autres trouvent profondément attrayant. Il y a quelque chose dans votre présence qui dit « Je peux gérer tout le spectre de l'expérience humaine » sans aussi dire « et je serai endommagé par elle ». Cette combinaison de sensibilité et de résilience crée une qualité magnétique qui transcende complètement les catégories d'âge. De plus, l'empathie profonde développe naturellement votre capacité à voir la beauté au-delà des apparences de surface. Lorsque vous êtes régulièrement témoin du courage, de la tendresse et de la complexité des êtres humains, vous devenez moins critique dans l'ensemble, y compris envers vous-même. Cela adoucit vos traits, détend votre posture et crée une ouverture d'expression qui paraît jeune, quel que soit votre âge chronologique. Le réinitialisation de 5 minutes après avoir soutenu un ami illustre parfaitement cette pratique. Au lieu de porter leur poids émotionnel indéfiniment, vous prenez le temps de respirer, de vous étirer et de revenir consciemment à votre propre centre. Vous pourriez même leur envoyer de l'amour et des bénédictions tout en relâchant toute responsabilité de réparer leur situation. Cela vous laisse énergisé plutôt qu'épuisé, disponible pour la prochaine interaction sans que le résidu émotionnel ne trouble votre présence. La connexion mystique, la capacité de s'accorder à la nature et aux énergies subtiles, peut sembler ésotérique, mais elle est en fait profondément pratique lorsqu'il s'agit de maintenir la vitalité juvénile. Les gens qui semblent vieillir avec grâce ont souvent une compréhension intuitive que leur environnement influence directement leur système nerveux, et ils ont appris à choisir des entrées qui restaurent plutôt que d'épuiser leur force vitale. Il ne s'agit pas de pratiques spirituelles élaborées ou de croyances mystiques.
Il s'agit de reconnaître que vous êtes un être énergétique vivant dans un univers énergétique, et que prêter attention à ce qui élève ou draine votre vitalité est simplement du bon sens. Certains environnements vous font vous sentir plus vivant, tandis que d'autres vous laissent épuiser. Certaines activités restaurent votre sentiment d'émerveillement, tandis que d'autres vous font vous sentir mécanique et déconnecté. La personne dotée d'un accord mystique a appris à faire confiance à ces signaux subtils et à organiser sa vie en conséquence. Elle sait que passer du temps dans la nature n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir son équilibre énergétique. Elle comprend que la lumière du soleil, l'air frais, le bruit de l'eau et la vue des choses qui poussent ne sont pas seulement agréables. Ce sont en fait des médicaments pour un système nerveux submergé par la stimulation artificielle. Le temps quotidien passé à l'extérieur devient une pratique non négociable, non pas à cause de ce qu'elle pense qu'elle devrait faire, mais à cause de la différence profonde qu'elle ressent lorsqu'elle priorise cette connexion. Même 15 minutes passées assis sous un arbre ou en marchant près de l'eau peuvent réinitialiser tout leur système, lavant le stress accumulé de la vie moderne et les reconnectant à des rythmes qui soutiennent plutôt que d'épuiser leur vitalité. De simples rituels sensoriels améliorent cet accord. Respirer consciemment en écoutant le chant des oiseaux. Se tenir pieds nus sur l'herbe pendant quelques minutes. Regarder la lumière d'une bougie vaciller dans une pièce sombre. Ce ne sont pas des pratiques complexes. Ce sont des façons de s'accorder à des énergies subtiles que la plupart des gens manquent dans leur précipitation quotidienne. Mais pour ceux qui cultivent cette sensibilité, ces micro-pratiques deviennent des outils puissants pour maintenir l'hygiène énergétique. L'exemple du déjeuner au parc illustre parfaitement à quel point cet accord mystique peut être pratique. Au lieu de manger dans une cafétéria bruyante, éclairée au néon, entourée de matériaux artificiels et d'énergie stressée, vous choisissez de vous asseoir dehors parmi les arbres et la lumière naturelle. La nourriture a meilleur goût, votre digestion s'améliore, et vous retournez au travail sensiblement plus détendu et clair. Vos collègues ne comprennent peut-être pas pourquoi vous semblez si rafraîchi, mais vous connaissez le secret. Vous avez appris à vous aligner avec des énergies qui soutiennent plutôt que de drainer votre force vitale. Cette connexion mystique inclut également le développement de la sensibilité à l'énergie des lieux et des personnes. La personne dotée de cet accord gravite naturellement vers les environnements et les relations qui se sentent nourrissants, tout en s'extrayant gracieusement des situations qui se sentent toxiques ou épuisantes. Il ne s'agit pas d'être précieux ou exigeant. Il s'agit de reconnaître que l'énergie est réelle et que vous avez à la fois le droit et la responsabilité de protéger votre vitalité. Avec le temps, cet alignement constant avec les énergies de soutien crée une qualité de présence particulière que les autres trouvent profondément attrayante. Il y a quelque chose dans la façon dont ces personnes se déplacent dans l'espace qui suggère qu'elles sont connectées à des sources de renouvellement que les autres ne peuvent pas identifier. Elles semblent porter la nature avec elles, apporter une qualité de fraîcheur et de vivacité dans tout environnement où elles entrent. L'énergie de la vieille âme qui fait que certaines personnes ont l'air plus jeunes que leur âge ne concerne pas les vies antérieures ou les croyances ésotériques. Il s'agit d'avoir développé une perspective intemporelle qui les empêche d'être ballottés par les drames mesquins et les revers temporaires qui font vieillir la plupart des gens prématurément. Il y a quelque chose dans leur présence qui suggère qu'elles ont vu suffisamment de schémas de vie pour savoir que ceci aussi passera, quel que soit ceci. Les vieilles âmes ont appris à porter le temps légèrement. Elles comprennent que la vie se déroule en cycle, que ce qui monte descend inévitablement, et que s'attacher à un résultat ou à une circonstance particulière est une recette pour la souffrance inutile. Cela ne les rend pas passives ou résignées, cela les rend habiles dans la façon dont elles investissent leur énergie émotionnelle, choisissant de s'engager profondément avec ce qui est important, tout en tenant tout le reste avec une main ouverte. Cette perspective agit comme un bouclier contre les influences négatives qui drainent la vitalité des autres. Quand quelqu'un essaie de les entraîner dans des ragots, des plaintes ou des drames fabriqués, il y a quelque chose dans leur regard stable qui suggère qu'elles ont transcendé de telles préoccupations. Pas de manière arrogante, mais avec la confiance tranquille de quelqu'un qui a appris à distinguer ce qui mérite son attention et ce qui ne le mérite pas. La vieille âme cherche naturellement le contexte, plutôt que de nourrir les griefs. Quand quelqu'un est impoli ou inconsidéré, au lieu de le prendre personnellement et de répéter l'injure,
Elle se demande quelle pression ou quelle douleur pourrait être à l'origine du comportement de cette personne. Il ne s'agit pas de trouver des excuses pour une mauvaise conduite. Il s'agit d'empêcher l'inconscience des autres de créer de l'inconscience en soi. Les pratiques de réflexion deviennent essentielles pour cultiver cette énergie de vieille âme. La tenue d'un journal régulier vous aide à voir les schémas dans votre vie, à reconnaître comment des situations similaires se sont déjà déroulées et ce que vous avez appris des cycles précédents. Cette perspective historique vous empêche de vivre chaque défi comme si c'était la première et la pire chose qui ne vous soit jamais arrivée. L'exemple du léger de bureau l'illustre parfaitement. Quand quelqu'un vous mine lors d'une réunion ou s'attribue le mérite de votre travail, la réponse de la vieille âme n'est pas d'escalader immédiatement ou de chercher à se venger. Au lieu de cela, elle prend du recul et considère le contexte plus large. Peut-être que cette personne se sent en insécurité quant à sa propre position. Peut-être qu'elle est sous pression de la hiérarchie. Peut-être que c'est en fait une occasion de démontrer votre propre caractère et professionnalisme. Cela ne signifie pas d'accepter un mauvais traitement. Cela signifie de répondre de manière stratégique plutôt que réactive. Avec le temps, cette perspective de vieille âme crée une qualité de stabilité que les autres trouvent profondément réconfortante. Dans un monde où la plupart des gens sont constamment agités par la prochaine crise ou le prochain drame, il y a quelque chose de profondément attrayant chez quelqu'un qui maintient son équilibre quelles que soient les circonstances extérieures. Elles deviennent un refuge pour les autres, un rappel que tout ne doit pas être une urgence. Cette qualité intemporelle se manifeste également dans la façon dont les vieilles âmes se rapportent aux biens matériels et au statut social. Elles ont généralement appris que les réalisations et les acquisitions externes n'apportent qu'une satisfaction temporaire, de sorte qu'elles sont moins motivées par les angoisses compétitives qui épuisent les autres. Cette liberté de la lutte constante crée une qualité de détente qui se lie comme une vitalité juvénile. La vieille âme ne nie pas la réalité du vieillissement ou ne prétend pas que le temps n'a pas d'importance. Au lieu de cela, elle a trouvé un moyen de traverser le temps sans être consumée par lui, d'accumuler de l'expérience sans accumuler d'amertume, de vieillir tout en restant en quelque sorte éternellement jeune d'esprit. Lorsque quelqu'un découvre sa manière unique de servir la vie, lorsqu'il aligne ses actions quotidiennes avec quelque chose de plus grand que le confort personnel ou le succès, il puise dans une source de vitalité qui semble transcender les limitations humaines ordinaires. Il ne s'agit pas de mission grandiose ou de sauver le monde à soi seul. Il s'agit de reconnaître que vous avez quelque chose de précieux à offrir, une manière de rendre la vie meilleure pour les autres et d'organiser votre existence autour de cette contribution. Lorsque votre énergie individuelle est canalisée vers la guérison collective, l'inspiration ou la croissance, elle crée une boucle de rétroaction de sens qui protège et amplifie votre force vitale de manière remarquable. La métaphore du phare capture cela parfaitement. Un phare ne court pas après les navires dans l'océan pour essayer de les secourir. Il se tient simplement stable en un seul endroit, offrant une guidance fiable à quiconque en a besoin. Les personnes avec une forte énergie motivée par un but ont cette même qualité. Elles deviennent des balises de stabilité et d'espoir vers lesquelles les autres peuvent naviguer lorsqu'ils sont perdus dans leur propre tempête. Cet alignement purposeful crée une profonde cohérence entre le corps et l'esprit. Lorsque vous savez pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes censé apporter, les sources habituelles de stress et d'anxiété perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. Les préoccupations mesquines et les conflits insignifiants disparaissent naturellement, car votre attention est occupée par quelque chose de vraiment significatif. Ce n'est pas du contournement spirituel, c'est le résultat pratique d'avoir des priorités claires. L'exemple de l'enseignant illustre comment le but recadre tout. Lorsque vous vous souvenez que vous façonnez l'avenir à travers les esprits et les cœurs que vous influencez, les tracas quotidiens de la bureaucratie et les étudiants difficiles deviennent supportables car ils sont au service de quelque chose d'important. Le stress ne disparaît pas, mais il se transforme d'une souffrance insignifiante en un effort significatif que le corps et l'esprit peuvent soutenir beaucoup plus facilement. Cultiver cette énergie motivée par un but commence par une autoréflexion honnête sur vos dons uniques et les manières dont ils veulent s'exprimer. Qui vous sentez-vous naturellement appelé à aider? Quels problèmes vous préoccupent constamment? Quelles activités vous font perdre la notion du temps parce que vous êtes si engagé? Ces questions pointent vers votre but authentique.
qui peut ou non s'aligner avec votre carrière ou votre style de vie actuel. L'action quotidienne alignée devient cruciale pour maintenir cette énergie purposeful. Même si votre travail de jour ne correspond pas parfaitement à votre vocation plus profonde, vous pouvez trouver de petites façons d'exprimer votre but tout au long de chaque journée. Le comptable passionné par la restauration environnementale pourrait apporter des contenants réutilisables au travail et encourager ses collègues à réduire les déchets. Le dirigeant à la retraite qui veut soutenir les jeunes pourrait se porter volontaire comme mentor ou tuteur. La personne motivée par un but trouve des façons de vivre ses valeurs et de servir sa mission quelles que soient les circonstances extérieures. Cette énergie motivée par un but crée une qualité de présence particulière que les autres trouvent profondément inspirante. Il y a quelque chose dans la façon dont ces personnes se déplacent dans le monde qui suggère qu'elles savent quelque chose d'important, qu'elles sont connectées à des sources de sens qui transcendent les préoccupations personnelles. Elles deviennent naturellement des personnes que les autres recherchent pour obtenir des conseils, du soutien et de l'inspiration. Non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont alignées. La générosité et la compassion qui découlent de la vie motivée par un but, créant ce qui pourrait être appelé un compte d'investissement énergétique. Chaque acte de service, chaque moment de contribution authentique, dépose de la vitalité dans votre système. Ce n'est pas du karma ou une récompense mystique. C'est le résultat pratique de vivre en harmonie avec vos valeurs les plus profondes et vos aspirations les plus élevées. Avec le temps, cette énergie motivée par un but devient autosuffisante et même auto-amplificatrice. Plus vous servez, plus vous avez d'énergie disponible pour servir. Plus vous contribuez au bien-être des autres, plus votre propre bien-être s'épanouit. Cela crée une spirale de vitalité qui semble défier les règles normales du vieillissement et de l'épuisement. Mais surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas un voyage en solitaire. Partagez vos idées et vos expériences avec d'autres personnes qui sont également engagées dans une vie consciente. La communauté que vous construisez autour de ces pratiques devient une partie de la pratique elle-même, créant un champ de soutien qui rend la transformation non seulement possible, mais agréable. Votre date de naissance est peut-être fixe, mais votre présence dans le monde reste un acte créatif que vous avez la possibilité d'accomplir de nouveau chaque jour. La question n'est pas de savoir si vous vieillissez. La question est de savoir si vous devenez plus vivant, plus présent, plus connecté aux qualités intemporelles qui rendent la vie digne d'être vécue, peu importe ce que dit le calendrier. Le secret pour paraître plus jeune que votre âge ne se cache pas dans un produit coûteux ou une procédure exotique. Il vit en vous, en ce moment même, attendant d'être activé par un choix conscient, une pratique quotidienne et le courage de devenir qui vous étiez toujours censé être. La fontaine de jouvence n'a jamais été un endroit que vous visitez. C'est une façon d'être que vous cultivez, un moment de pleine conscience à la fois.